Vous faites tout correctement. Vous n'intervenez pas. Vous ne donnez pas votre avis sur la façon dont ils décorent leur maison, sur la façon dont ils élèvent leurs enfants, sur rien. Vous gardez la distance qu'ils vous ont demandée, ou qu'ils ne vous ont jamais demandé verbalement, mais que vous avez senti dans l'air. Et pourtant, même en faisant tout correctement, vous ressentez cette froideur. Cette politesse glaciale lorsque votre belle-fille ou votre gendre est dans les parages. Les conversations sont cordiales, mais vides. Votre fils sourit, mais vous remarquez la tension dans ses épaules. Il est toujours en train de servir de médiateur, de traduire, d'essayer de satisfaire les deux parties. Et vous, au fond de vous, vous savez qu'on vous évite. Ils font semblant que non, mais vous le sentez. Vous le sentez dans la façon dont elle élude la question lorsque vous proposez un déjeuner. Vous le sentez dans son silence lorsque vous lui demandez si tout va bien. Et le pire dans tout cela, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous avez fait de mal. Après tout, vous vouliez simplement rester proche. Vous vouliez simplement faire partie de la vie de votre fils. Vous avez élevé ce garçon, ou cette fille. Vous avez été la première personne à le tenir dans vos bras. Vous connaissez chacune de ses peurs, chacune de ses cicatrices, chacun de ses rêves. Et soudain, comme si quelqu'un avait tourné un interrupteur, vous êtes devenu un visiteur. Peu importe à quel point vous essayez d'être discret, poli, compréhensif, quelque chose ne va toujours pas, et personne ne vous dit quoi. Vous restez là, dans le noir, à essayer de deviner où vous avez fait faux bond. Était-ce cette remarque sur ses vêtements? Était-ce cette fois où vous avez proposé votre aide financière et où vous avez semblé envahissante? Est-ce simplement parce que vous existez? Freud appellerait cela le prix inconscient de l'amour possessif. Et je sais que cette expression fait mal, parce que vous ne vous sentez pas possessive. Vous vous sentez simplement mère ou père. Vous vous sentez simplement comme quelqu'un qui aime et qui, soudainement, a été poussé en marge de l'histoire. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cela arrive. Non pas parce que vous êtes méchante, non pas parce que votre belle-fille ou votre gendre est ingrat, mais parce qu'il existe une dynamique émotionnelle invisible qui opère entre vous. Une dynamique que personne ne vous a expliquée. Une dynamique qui, lorsque vous la comprenez, peut être défaite. Et lorsque cela se produit, la glace commence à fondre. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et ce qui naît à la place, croyez-moi, est quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé possible. Un véritable respect. Et puis, qui sait, une affection réelle. Commençons donc par le commencement. Et le commencement se trouve à un endroit que vous n'avez peut-être jamais regardé avec honnêteté. Le trône vide. Vous savez, cette place que vous occupiez dans la vie de votre enfant. Cette place de personne la plus importante, de premier contact, de conseiller principal. Cette place où vous étiez indispensable, irremplaçable, le centre gravitationnel de sa vie émotionnelle. Cette place n'existe plus. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement le manque. C'est la blessure narcissique de voir quelqu'un d'autre occuper cette place. Freud utiliserait ce terme, blessure narcissique, pour décrire ce qui se passe lorsque notre image de soi, ce que nous croyons être essentiel, est ébranlée. Cela n'a rien à voir avec la vanité. Cela a à voir avec l'identité, avec qui vous croyez être. Et pour vous, pendant des années, être mère ou père signifiait être le repère, la référence, le premier choix. Puis votre enfant s'est marié, ou a commencé à vivre en couple. Et soudain, quand il est triste, il ne vous appelle plus. Il en parle à sa compagne. Quand il est confus, il ne vous demande plus votre avis. Il décide avec elle. Quand il a une bonne nouvelle, vous n'êtes plus la première à le savoir. Et cela, ma chère, cela vous ronge de l'intérieur. Parce que vous n'avez pas perdu un enfant. Vous avez perdu un rôle. Et pire encore, personne ne vous a préparé à ce deuil. Personne ne vous a dit qu'être mère ou père d'un adulte est complètement différent d'être mère ou père d'un enfant. Personne ne vous a expliqué que l'amour doit changer de forme, qu'il doit devenir moins urgent, moins présent, moins nécessaire. Et vous, sans le savoir, vous continuez à essayer d'occuper cette place. Vous continuez à donner des conseils non sollicités. Vous continuez à vouloir connaître chaque détail. Vous continuez à envoyer des messages tous les jours. Vous continuez à inviter, à suggérer, à organiser. Vous continuez à essayer de prouver que vous êtes toujours indispensable. Et plus vous faites cela, plus votre enfant s'éloigne. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il ressent la pression. Il sent que vous n'acceptez pas sa nouvelle place, que vous n'acceptez pas qu'il ait construit une nouvelle famille, que la personne la plus importante dans sa vie maintenant, et c'est sain, c'est normal, est celle avec qui il partage son lit, ses projets, ses peurs nocturnes. Et votre belle-fille, ou votre gendre,
le ressent aussi. Elle sent que vous ne la considérez pas comme la partenaire de votre fils. Vous la voyez comme une intruse, comme quelqu'un qui vous a volé quelque chose qui vous appartenait. Et même si vous ne le dites jamais à voix haute, même si vous souriez et êtes poli, son inconscient le capte. Parce que l'inconscient ne ment pas. Il lit les micro-expressions. Il lit le ton de la voix. Il lit ce que vous ne dites pas lorsque vous complimentez le repas qu'elle a préparé. Il lit la comparaison implicite lorsque vous commentez comment, autrefois, votre fils faisait les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ces gens qui disent « sans vouloir vous offenser » avant de vous offenser, ou qui disent « je ne veux pas m'immiscer » avant de s'immiscer complètement. Vous pensez être subtil, vous pensez bien cacher vos sentiments. Mais la vérité émotionnelle transparaît. Elle transparaît dans le soupir qu'elle pousse lorsqu'elle vous dit qu'ils vont voyager seuls pendant les vacances. Elle s'échappe dans le silence gênant lorsqu'elle mentionne sa belle-mère. Elle s'échappe dans votre insistance à préparer un déjeuner dominical comme avant, même si vous savez qu'ils ont déjà des projets. Elle s'échappe dans la façon dont vous traitez encore votre fils comme s'il était incomplet sans vous, comme s'il avait besoin d'être secouru, comme si sa vie d'adulte était une phase passagère et non une réalité permanente. Et voici ce qui est le plus douloureux. Vous faites tout cela en pensant que vous aimez. Vous pensez que vous prenez soin de lui, que vous êtes présent, que vous honorez toutes ces années où il a dépendu de vous. Mais ce que vous faites, en réalité, c'est refuser la mort symbolique que toute mère et tout père doivent traverser. La mort de la version de vous-même qui était le centre de son monde. Cette version doit mourir pour qu'une nouvelle puisse naître. Une version qui peut aimer sans avoir besoin d'être nécessaire. Une version qui peut se réjouir de son autonomie au lieu de la lui reprocher. Une version qui comprend que le plus grand héritage que vous pouvez laisser n'est pas un enfant qui dépend de vous pour toujours, mais un enfant qui a appris à construire sa propre vie avec assurance et maturité. Alors elle se défend, elle crée une distance, elle évite, et vous interprétez cela comme de la froideur, de l'ingratitude, de la méchanceté. Mais en réalité, c'est de l'instinct de conservation. Elle protège son mariage, elle protège la santé émotionnelle de l'homme qu'elle aime, qui est votre fils. Et lui, le pauvre, est pris entre deux feux. Il essaie de vous faire plaisir sans la trahir. Il essaie d'être un fils sans cesser d'être un mari. Et avec le temps, cela le rend malade. Cela génère de la culpabilité. Cela génère du ressentiment. Et finalement, cela génère de l'éloignement. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est la seule façon pour lui de respirer. La seule façon pour lui de ne pas se sentir déchiré chaque fois qu'il doit choisir entre le déjeuner chez vous et la promenade qu'elle veut faire. Entre vous appeler pour vous annoncer une nouvelle et respecter la vie privée qu'elle a demandée, entre être le fils que vous avez élevé et l'homme qu'il est devenu. Et voici la vérité que personne ne vous dit, mais que Freud connaissait très bien. Le problème n'est pas la distance. Le problème est ce que vous essayez de récupérer avec cette proximité forcée. Vous ne voulez pas être proche de votre fils, vous voulez redevenir indispensable, vous voulez récupérer votre trône. Et tant que vous n'accepterez pas que ce trône n'existe plus, qu'il a été dissous dans le processus naturel de passage à l'âge adulte de votre fils, vous continuerez à créer des tensions, vous continuerez à être perçu comme une menace, et vous continuerez à souffrir de cette douleur absurde de vous sentir rejeté par quelqu'un que vous aimez plus que tout. Mais laissez-moi vous dire une chose qui sera peut-être encore plus difficile à entendre. Ce que vous avez vraiment perdu, ce n'est pas votre enfant, c'est le rôle d'être indispensable, et cela n'a rien à voir avec lui. Cela a tout à voir avec vous. Pendant combien d'années de votre vie vous êtes-vous défini comme mère ou père? Pendant combien d'années avez-vous fait passer ses besoins avant les vôtres? Pendant combien d'années avez-vous vécu pour prendre soin, protéger, guider, résoudre? Je ne dis pas que c'était mal. Je dis que cela est devenu votre identité. Vous n'étiez pas seulement mère. Vous étiez mère avant d'être femme, avant d'être épouse, avant d'être amie, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Votre valeur était liée à votre degré de nécessité. Et maintenant, il n'a plus besoin de vous. Pas de cette manière. Il n'a pas besoin que vous régliez sa vie. Il n'a pas besoin que vous le guidiez. Il n'a pas besoin que vous soyez la première personne vers laquelle il se tourne lorsqu'il est perdu. Et pour vous, cela ressemble à un rejet. Cela ressemble à de l'ingratitude. Cela donne l'impression que toutes ces années n'ont servi à rien. Mais Freud vous dirait quelque chose d'essentiel. Vous n'aimiez pas votre fils. Vous aimiez être nécessaire pour lui. Et je sais que cela semble brutal. Je sais que cela semble injuste. Parce que vous l'aimiez, oui, vous l'aimez, mais c'était mélangé. L'amour était mélangé au besoin d'être aimé en retour de cette manière spécifique, d'être recherché,
d'être choisi, d'être la solution. Et quand votre fils a trouvé quelqu'un d'autre pour être cela, quelqu'un avec qui il partage sa vie d'adulte d'une manière que vous ne pourrez jamais partager, vous êtes entré en deuil, mais pas pour votre fils, pour votre rôle. Et dans ce deuil, vous avez fait de votre belle-fille ou de votre gendre le coupable. Elle est devenue la cause de votre douleur. Elle est devenue la méchante qui vous a éloigné de votre garçon. Mais elle n'a rien fait. Elle a simplement existé. Elle a simplement aimé l'homme que vous avez élevé. Et d'une manière déformée, incompréhensible même pour vous-même, cela est devenu une menace. Parce que s'il est heureux avec elle, il n'a pas besoin de vous. Et s'il n'a pas besoin de vous, qui êtes-vous? C'est le vide que tu ressens. Ce n'est pas seulement la nostalgie, c'est une crise existentielle. C'est la peur terrifiante de découvrir que, sans ce rôle, tu ne sais pas qui tu es. Tu as construit toute ta vie autour de ton rôle de mère, de père. Tu as renoncé à tes rêves. Tu as reporté tes projets. Vous avez mis votre propre vie au second plan parce qu'il était la priorité. Et personne ne vous a dit qu'un jour, il ne le serait plus. Personne ne vous a préparé au jour où il grandirait et où vous devriez revenir à vous-même. Revenir à la personne que vous étiez avant sa naissance ou découvrir qui vous pouvez être maintenant après tant d'années consacrées à quelqu'un d'autre. Et au lieu d'affronter ce vide, au lieu de passer par le deuil de te réinventer, de découvrir qui tu peux être maintenant que tu n'as plus besoin d'être la mère qui résout tout, tu essaies de reprendre le contrôle. Tu essaies de prouver que tu es toujours importante. Vous essayez de vous insérer. Vous essayez de créer des situations où vous êtes à nouveau nécessaire. Vous offrez de l'argent. Vous offrez votre aide pour la maison. Vous voulez vous occuper de vos petits-enfants plus qu'on ne vous le demande. Vous voulez donner votre avis sur des décisions qui ne vous concernent plus. Vous voulez être consulté, validé, incluse dans chaque détail. Et chacune de ces tentatives, chacun de ces appels insistants, chacune de ces offres d'aide non sollicitées, chacun de ces commentaires déguisés en préoccupation est interprété par elle comme une intrusion, comme un manque de respect, comme une tentative d'affaiblir ce qu'ils construisent ensemble. Car pour elle, chaque fois que vous faites cela, c'est comme si vous disiez « il a encore plus besoin de moi que de vous ». C'est comme si vous étiez en compétition. Et peut-être que vous l'êtes, sans même vous en rendre compte. En compétition pour prouver que vous le connaissez mieux, que vous savez ce qu'il aime, que vous comprenez ses besoins d'une manière qu'elle ne comprendra jamais. Et cela crée une tension insupportable, parce qu'elle ne veut pas rivaliser avec vous. Elle veut être respectée en tant que compagne. Elle veut que vous reconnaissiez que sa place est différente de la vôtre, mais tout aussi légitime, qu'elle ne vous remplace pas. Elle occupe une place qui n'a jamais été la vôtre, celle d'une relation adulte, d'une intimité conjugale, de la construction d'un avenir à deux. Et votre fils le voit, il vous voit essayer, il vous voit souffrir. Mais il voit aussi la femme qu'il aime devenir tendue, défensive, épuisée de devoir protéger son espace. Et il ne sait pas quoi faire, parce qu'il vous aime. Mais il sait aussi au fond de lui que vous lui demandez quelque chose qu'il ne peut plus vous donner. Il ne peut plus être le garçon qui vous rendait heureuse. Il ne peut plus combler le vide de votre identité. Il doit vivre sa vie. Et tant que vous ne comprendrez pas que ce vide est votre responsabilité, que c'est à vous de découvrir qui vous êtes en dehors de votre rôle de mère, il continuera à s'éloigner, non par méchanceté, par survie émotionnelle. La question qui se pose alors est la suivante. Êtes-vous prête à affronter ce vide? Êtes-vous prête à abandonner le rôle qui vous a défini pendant tant d'années et à découvrir qui vous pouvez être maintenant? Car si vous ne le faites pas, si vous continuez à essayer de tirer de votre fils la validation que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même, vous allez vraiment le perdre. Non pas parce qu'il cessera de vous aimer, mais parce qu'il cessera de pouvoir être près de vous sans se sentir coupable, sans se sentir étouffé, sans se sentir divisé. Et là, ma chère, vous réaliserez que ce que vous redoutiez tant, perdre votre fils, est devenu réalité. Non pas parce que sa belle-fille vous a éloigné, mais parce que vous n'avez jamais appris à l'aimer en toute liberté. Et c'est là que Freud nous donne la clé qui change tout. Votre fils ne vous a pas abandonné. C'est vous qui n'avez pas encore appris à l'aimer en toute liberté. Mais avant de pouvoir le faire, vous devez admettre quelque chose qui fait encore plus mal, quelque chose que vous niez depuis le jour où il vous a présenté sa compagne. Vous êtes jalouse. Pas cette jalousie romantique, évidente, scandaleuse, mais une jalousie ancienne, primitive, oedipienne. Freud décrirait cela comme le complexe d'Oedipe inversé, cette lutte inconsciente pour la possession affective. Et avant que vous ne leviez vos défenses et ne disiez « je ne suis pas jalouse », écoutez, vous l'êtes. Vous ne l'appelez simplement pas ainsi. Vous l'appelez inquiétude. Vous appelez cela attention.
Vous appelez cela intuition maternelle. Mais au fond, dans le coin le plus caché de votre cœur, là où vous n'aimez pas regarder, une voix murmure « Elle ne te mérite pas autant que moi ». Cette voix apparaît dans les endroits les plus subtils. Elle apparaît lorsque vous complimentez sa belle-fille en disant « Elle est sympa, n'est-ce pas ?» Mais le ton de votre voix comporte une interrogation qui ne devrait pas être là. Elle apparaît lorsque vous comparez la cuisine qu'elle prépare à celle que vous prépariez, et vous trouvez toujours un détail qui pourrait être amélioré. Elle apparaît lorsque vous remarquez, sans malice apparente, qu'il semble plus fatigué ces derniers temps, comme si la vie à ses côtés était plus difficile que celle à vos côtés. Elle apparaît lorsque vous dites « Je veux juste qu'il soit heureux », mais ce que vous voulez vraiment dire, c'est « Je veux qu'il soit heureux à ma façon », avec quelqu'un que j'approuve complètement, quelqu'un qui me reconnaît comme supérieur. Et sa belle-fille ou son gendre le ressent. Elle ressent chaque virgule empoisonnée, chaque compliment accompagné d'une réserve, chaque comparaison implicite. Chaque fois que vous mentionnez comment les choses étaient avant elle, elle entend le vrai message. Vous avez gâché ce qui était parfait, et elle ne sait pas comment lutter contre cela, parce que vous n'attaquez jamais de front. Vous êtes poli, vous souriez, vous apportez des cadeaux, mais l'hostilité est là, camouflée sous la gentillesse. Et c'est encore pire, parce que si vous criez, si vous étiez ouvertement agressive, elle pourrait vous confronter. Mais comment confronter quelqu'un qui n'a jamais rien dit de mal explicitement? Comment confronter un regard, un soupir, un silence qui a duré 2 secondes de plus qu'il n'aurait dû? Alors elle se retire, elle cesse d'essayer, elle renonce à gagner votre approbation parce qu'elle se rend compte qu'elle n'y parviendra jamais, non pas parce qu'elle n'est pas assez bien, mais parce que vous ne voulez pas l'approuver, parce qu'approuver signifie accepter que vous avez perdu. Cela signifie accepter qu'il y a quelqu'un que votre fils a choisi, que ce n'est pas vous qui avez choisi pour lui. Cela signifie accepter que son amour pour elle ne diminue en rien son amour pour vous. Mais votre inconscient ne peut pas y croire. Votre inconscient fonctionne selon la logique du tout ou rien. S'il l'aime, il ne peut pas vous aimer de la même manière. S'il l'a choisi, il vous rejette. Et cela, pour votre système émotionnel, est intolérable. Et voici ce qui est le plus triste. Vous pensez protéger votre fils. Vous pensez être vigilante, attentive, prudente. Mais ce que vous faites, c'est saboter sa tranquillité. Chaque fois que vous faites un commentaire ambigu, chaque fois que vous manifestez votre désapprobation sous couvert d'inquiétude, vous le mettez dans une position impossible. Car il sait que ce n'était pas innocent. Il a senti la pique. Mais s'il vous confronte, vous allez nier. Vous allez dire « Oh, tu interprètes mal. Je ne voulais pas dire ça. Tu es trop sensible. » Et il restera là, doutant de sa propre perception, se sentant fou de penser que vous faites quelque chose que vous jurez ne pas faire. Et tu sais ce que cela crée? De la méfiance, de la distance et une profonde lassitude. Une lassitude de devoir te décoder, de devoir protéger sa femme de toi, de devoir gérer l'ambiance émotionnelle chaque fois que vous êtes dans le même environnement. Et petit à petit, sans que ni l'un ni l'autre ne comprennent vraiment comment on en est arrivé là, il cesse de te rechercher, il cesse de partager, il cesse de vous inclure. Non pas parce qu'il a cessé de vous aimer, mais parce qu'être près de vous est devenu un travail. Et personne ne peut supporter de travailler émotionnellement tout le temps, surtout pas avec quelqu'un qui devrait être un refuge. Voici donc la vérité toute nue. Tant que vous ne nommez pas cette jalousie, tant que vous ne la regardez pas en face et n'admettez pas qu'elle existe, vous ne pourrez pas la dissoudre. Et tant qu'elle existera, vous continuerez d'être la belle-mère qui éloigne, la belle-mère qui crée des tensions, la belle-mère que, au fond, personne ne veut avoir près de soi. Et je sais que cela fait mal à entendre, mais la douleur d'entendre cela maintenant est moindre que la douleur de réaliser, dans 10 ans, que vous avez perdu la chance d'avoir une véritable relation avec votre fils parce que vous n'avez pas réussi à admettre ce que vous ressentiez. Mais voici ce que personne ne vous dit, et que j'ai besoin que vous compreniez aussi clairement que possible. Votre fils n'est pas le prix de cette dispute. Il en est la victime. Il est détruit au milieu de cette guerre silencieuse entre vous et la personne qu'il aime. Et peut-être n'avez-vous jamais pensé à cela de cette façon. Peut-être avez-vous imaginé qu'il était à l'aise, qu'il pouvait passer d'un monde à l'autre sans encombre, mais il n'est pas à l'aise. Il est épuisé. Il porte un poids qui ne devrait pas être le sien, la culpabilité d'être heureux loin de vous, la culpabilité d'avoir construit une vie qui ne vous inclut pas comme vous le souhaiteriez, la culpabilité de devoir choisir, à chaque instant, entre ne pas vous blesser et ne pas la trahir. Et cette culpabilité le rend malade. Elle le ronge petit à petit. Vous le voyez dans ses épaules tendues lorsqu'il est près de vous.
Vous le voyez dans la façon dont il évite certains sujets. Vous le voyez dans la hâte avec laquelle il veut partir après le déjeuner du dimanche. Tu le vois dans la façon dont il évite de te raconter les bonnes choses qui lui arrivent dans la vie, parce qu'il sait que tu trouveras un moyen de tout gâcher, de tout remettre en question, de tout assombrir. Non pas parce que tu es méchante, mais parce que tu n'as pas encore accepté que son bonheur ne dépende plus de toi. Et chaque fois qu'il s'en rend compte, chaque fois qu'il sent que sa joie te dérange, il se referme un peu plus. Freud dirait qu'il est prisonnier d'une loyauté partagée. Et la loyauté partagée n'est pas de la loyauté. C'est de la torture. C'est vivre avec le sentiment permanent de trahir quelqu'un, quoi que vous fassiez. S'il vous appelle tous les jours, il a l'impression d'envahir l'espace de son mariage. S'il ne vous appelle pas, il a l'impression de vous abandonner. S'il vous raconte des choses, il trahit la vie privée qu'elle a demandée. S'il ne vous raconte rien, il trahit la proximité que vous attendez. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucun moyen pour lui de gagner. Et cela, avec le temps, tue toute spontanéité. Cela tue toute légèreté. Il cesse d'être un fils et devient un diplomate. Et personne ne supporte d'être diplomate au sein de sa propre famille. Avez-vous remarqué comment il pèse chaque mot lorsqu'il est avec vous? Comment il édite ses histoires avant de les raconter, en supprimant les passages qui pourraient vous déranger? Comment il ne parle jamais d'elle spontanément, attendant toujours que vous lui posiez des questions? Ce n'est pas une distraction, ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'instinct de conservation. Il a appris que parler d'elle avec enthousiasme génère un malaise, que montrer son bonheur dans son mariage peut être perçu comme une critique voilée à votre égard. Que partager toute sa vie, c'est prendre le risque que vous vous sentiez exclu. Alors il censure, il fragmente, il ne vous montre que la version éditée, sûre et acceptable de sa vie, et vous ne vous rendez même pas compte que vous ne recevez que des miettes émotionnelles. Vous pensez qu'il va bien, que vous avez une bonne relation. Mais ce que vous avez, c'est une mise en scène, une performance de proximité qui cache un abîme de non-dit. Et pendant ce temps, vous êtes en train de le perdre pour de bon. Pas d'un seul coup, mais par petites morts quotidiennes. Il cesse de vous chercher pour se confier, car il sait que vous utiliserez cela contre elle. Il cesse de vous inviter à des événements importants, car il sait que l'ambiance va devenir pesante. Il cesse d'essayer de construire un pont entre vous, car chaque fois qu'il a essayé, vous l'avez détruit. Et il arrivera un moment, et peut-être que ce moment est plus proche que vous ne le pensez, où il vous regardera et se rendra compte qu'il est plus facile de ne pas vous avoir près de lui, qu'il est plus sain de garder ses distances, que l'amour qu'il ressent pour vous ne compense pas le prix émotionnel qu'il doit payer pour essayer de vous inclure. Et quand il arrivera à cette conclusion, vous la blâmerez, vous direz qu'elle lui a tourné la tête, qu'elle l'a éloignée de vous, qu'elle est manipulatrice, contrôlante, jalouse. Mais la vérité sera autre. La vérité sera que vous ne lui avez jamais donné la chance de vous aimer sans culpabilité. Vous ne lui avez jamais donné la permission d'être heureux loin de vous. Vous ne lui avez jamais dit clairement et sincèrement « Va, mon fils, construis ta vie. Je serai toujours là, mais pas comme un fardeau, comme un refuge, pas comme une exigence, comme un soutien. Va et sois heureux, même si ce bonheur ne m'inclut pas comme je le souhaiterais. » Vous ne lui avez jamais dit cela, et peut-être parce que vous n'y avez jamais vraiment cru. Mais écoute, il est encore temps. Il est encore temps pour toi de le regarder et de réaliser à quel point il est fatigué de te porter sur son dos, de gérer ses émotions, de protéger son ego, de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il est encore temps de le libérer de cette prison émotionnelle que tu as construite sans t'en rendre compte. Et quand tu fais cela, quand tu lui enlèves le poids d'avoir à choisir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il peut enfin t'aimer vraiment, pas par obligation, pas par culpabilité, mais parce que tu es devenu quelqu'un avec qui il est facile d'être. Voici donc le tournant qui peut tout changer. Et j'ai besoin que vous soyez attentive, car ce qui va suivre est ce qui distingue une belle-mère qui perd son fils d'une belle-mère qui gagne un allié. Vous devez cesser de rivaliser. Vous devez comprendre une fois pour toutes que sa belle-fille ou son gendre n'est pas votre rival. C'est le gardien émotionnel de votre fils. C'est la personne qui est à ses côtés quand vous ne pouvez pas l'être. C'est la personne qui écoute ses peurs au petit matin, qui lui tient la main dans les moments de faiblesse, qui construit avec lui un avenir dont vous ne serez pas témoin dans son intégralité. Et au lieu de vous sentir menacé, vous devriez ressentir de la gratitude. Parce que quelqu'un aime votre fils comme il mérite d'être aimé, comme un adulte, comme un égal, comme un partenaire. Et si vous pouviez, au lieu de vous disputer, offrir quelque chose qu'aucune belle-mère n'offre, une alliance, réfléchissez avec moi.
Quel serait l'impact dans la vie de votre fils si vous veniez le voir et lui disiez « J'ai vu, j'ai compris que je me disputais avec elle, et je ne veux plus faire ça. Je veux que tu sois heureux, et si elle te rend heureux, alors je veux vraiment la connaître, pas comme une rivale, mais comme quelqu'un qui aime la même personne que moi. » Ce geste, ce changement d'attitude, ce serait comme lui enlever un poids énorme de la poitrine. Ce serait lui donner la permission de respirer. Ce serait lui dire « Tu n'as plus besoin de choisir. Tu peux nous aimer de différentes manières et tout va bien. » Mais cela exige une chose très rare qui exige une véritable maturité émotionnelle. Vous devez reconnaître que son rôle dans la vie de votre fils n'est pas le même que le vôtre et que ce n'est pas une menace. C'est un complément. Vous avez été la mère. Vous l'avez élevé, formé, vous lui avez donné les bases émotionnelles pour qu'il puisse devenir un homme capable d'aimer une autre personne de manière saine. C'est votre victoire. Ce n'est pas une défaite quand il trouve quelqu'un. C'est le résultat de votre travail bien fait. Vous l'avez préparé à cela, à partir, à construire, à aimer en dehors de vous. Et maintenant, son rôle est de l'accompagner dans sa vie d'adulte, dans la construction de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous ne pourriez jamais être, sa partenaire. Et vous, si vous choisissez de renoncer à cette compétition absurde, vous pouvez être quelque chose d'aussi précieux, le témoin aimant, la personne qui regarde de l'extérieur avec fierté et dit « Regardez ce que mon fils a construit, regardez comme il a grandi, regardez comme il est heureux. » Pas avec envie, pas avec possessivité, mais avec une admiration sincère. Et quand vous y parvenez, quand vous arrivez à regarder la femme à ses côtés et à penser « Elle prend bien soin de mon garçon », quelque chose change, quelque chose de profond se réorganise, parce que vous cessez de voir une menace et commencez à voir une alliance. Et à partir de là, tout peut être reconstruit. Imaginez à quel point ce serait différent si, au lieu de critiquer ses choix, vous reconnaissiez les efforts qu'elle fait. Si, au lieu de souligner ce qui manque, vous célébriez ce qui est présent. Si, au lieu de comparer avec le passé, vous respectiez le présent qu'ils construisent ensemble. Ce changement mental, cette inversion de perspective, n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas s'abaisser. Ce n'est pas faire semblant de ne pas avoir d'opinion. C'est choisir ce qui compte le plus. Avoir raison ou être proche. Avoir raison ou avoir une relation. Et la réponse à cette question définit tout. Car la vérité est que vous pouvez passer le reste de votre vie à essayer de prouver que vous connaissez mieux votre enfant, que vous en savez plus, que vous êtes plus importante, et peut-être même que vous y parviendrez. Mais savez-vous ce que vous y gagnerez? La solitude. Vous gagnerez le titre de mère qui avait raison, mais vous perdrez sa présence. Vous perdrez les dimanches. Vous perdrez les appels spontanés. Vous perdrez vos petits-enfants qui grandissent près de vous. Vous perdrez la chance de vieillir en faisant partie intégrante de sa vie. Et quand vous serez seul, quand vous regarderez en arrière et que vous réaliserez que vous avez passé ces dernières années à vous battre pour une place qui n'existait plus, vous comprendrez le prix réel de cette dispute. Mais cela ne se fait pas tout seul. Cela ne se fait pas seulement avec de bonnes intentions. Il faut agir. Il faut des gestes concrets qui montrent que vous avez changé. Et Freud nous enseigne que le véritable changement ne se trouve pas seulement dans la pensée. Il se trouve dans le comportement. Vous devrez donc faire des choses qui vous sembleront inconfortables au début. Vous devrez ravaler votre fierté. Vous devrez vous excuser pour des choses que vous ne croyez peut-être même pas avoir faites. Vous devrez faire des pas vers elle, même si c'est elle qui devrait faire des pas vers vous, parce que vous êtes l'aîné. C'est vous qui avez le plus d'expérience de la vie. C'est vous qui pouvez choisir d'être l'adulte dans la pièce et de briser le cycle. Premier geste, reconnaître à voix haute. Et quand je dis à voix haute, c'est littéralement. Vous devrez vous asseoir avec votre fils seul et lui dire « J'ai réalisé que je me disputais pour elle. J'ai réalisé que je te mettais dans une position horrible. Et je suis désolé, je ne veux plus faire ça. » Sans justification. Sans expliquer pourquoi vous l'avez fait. Sans dire « Mais j'avais peur » ou pas « Mais je voulais seulement ton bien ». Seulement « Je m'en suis rendu compte. Et je suis désolé. » C'est libérateur. Pour vous et pour lui. Parce que cela sort de l'invisible. Cela met en lumière et cela vous permet de recommencer ailleurs. Deuxième geste, demandez, ne pas supposer. Vous pensez savoir ce dont votre fils a besoin de vous. Vous pensez savoir comment être une bonne belle-mère. Mais vous ne le savez pas, parce que chaque relation est unique. Chaque couple a sa propre dynamique. Et ce qui fonctionnait quand il était célibataire ne fonctionne plus maintenant. Alors vous demandez, vous rendez le contrôle. Vous dites, comment puis-je être une présence positive dans votre vie? De quoi avez-vous besoin de ma part? Et vous écoutez vraiment. Sans vous défendre.
sans expliquer, sans dire « Ah, mais je fais déjà ça ». Vous écoutez simplement. Et vous acceptez ce qu'ils disent, même si cela fait mal, même si c'est différent de ce que vous imaginiez. Troisième geste, célébrez l'autonomie. Chaque fois qu'ils prennent une décision, concernant la maison, le travail, les enfants, quoi que ce soit, vous les félicitez sans donner votre avis, sans dire « Ah, c'est cool, mais je pense que vous auriez pu faire ça ». Juste « Je suis fier de vous voir prendre des décisions ensemble ». Vous construisez quelque chose de magnifique, même quand vous n'êtes pas d'accord, même quand vous feriez les choses différemment, parce que ce que vous pensez n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est qu'ils construisent leur vie, et vous n'êtes pas là pour diriger, mais pour applaudir. Ces gestes sont simples, mais ils exigent que vous traversiez le deuil le plus difficile, le deuil d'être irremplaçable. Et voici la dernière couche, la plus douloureuse, celle que personne ne veut affronter. Vous ne voulez pas seulement être proche de votre enfant, vous voulez être nécessaire, vous voulez qu'il ne puisse pas vivre pleinement sans vous, et tant que cela sera vrai, tant qu'une partie secrète de vous souhaitera qu'il échoue un peu, qu'il ait à nouveau besoin de vous, que sa vie avec elle ne soit pas si parfaite, vous ne parviendrez jamais à construire une véritable relation. Car une véritable relation ne se construit pas sur le besoin, elle se construit sur le choix, et c'est là la différence fondamentale entre aimer et emprisonner. Aimer, c'est souhaiter que la personne soit heureuse, même si ce bonheur ne dépend pas de vous. Emprisonner, c'est secrètement espérer qu'elle ait besoin de revenir, et vous savez au fond de vous de quel côté vous vous situez. Vous le savez par les pensées qui vous traversent l'esprit lorsque vous êtes seul, par le minuscule soulagement que vous ressentez lorsque vous apprenez qu'ils se sont disputés, par la satisfaction cachée que vous éprouvez lorsqu'il se plaint d'elle, par l'espoir honteux que peut-être cela ne marchera pas. Et vous détestez l'admettre. Vous détestez que ces pensées existent en vous, mais elles existent. Et tant que vous ferez semblant qu'elles n'existent pas, elles continueront à diriger vos actions. Freud appellerait cela la pulsion de mort tournée vers l'autre. Ce n'est pas que vous vouliez qu'il souffre, c'est que vous voulez qu'il ait besoin de vous. Et le besoin, dans votre inconscient déformé par la douleur, est devenu synonyme d'amour. Vous avez appris à un moment donné de votre histoire qu'être aimé, c'est être indispensable, que si vous n'êtes pas essentiel, vous êtes jetable. Et maintenant, vous projetez cela sur votre fils. Vous pensez que s'il arrive à bien vivre sans vous, c'est parce qu'il ne vous aime pas vraiment. Mais c'est faux. C'est votre blessure qui parle. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il t'aime. Mais il ne peut plus t'aimer comme tu le souhaiterais. Il ne peut plus te placer au centre de sa vie. Il ne peut plus faire de toi la mesure de toute chose. Parce qu'il a grandi, parce qu'il est devenu adulte. Et les adultes aiment leurs parents d'une manière différente. Moins urgente, moins présente, moins dramatique, mais pas moins vraie, juste différente. Et vous devez accepter cette différence. Sinon, vous passerez le reste de votre vie à souffrir pour un amour qui existe, mais qui n'a plus la forme que vous connaissiez. Et accepter cela n'est pas de la résignation. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas se contenter de moins. C'est mûrir. C'est comprendre que l'amour évolue, qu'il change de température, d'intensité, d'expression. Et que c'est sain, que c'est beau, que c'est ce qui devrait arriver. Parce que s'il t'aimait encore comme il t'aimait quand tu étais enfant, ce serait un problème. Cela signifierait qu'il n'a pas grandi, qu'il est resté coincé, qu'il n'a pas réussi à s'individualiser. Et tu ne veux pas cela. Du moins, tu ne devrais pas le vouloir, parce qu'aucune mère ou aucun père véritable ne souhaite voir son enfant emprisonné. C'est donc là le point de non-retour. Le moment où vous devez faire un choix. Vous pouvez continuer à vous accrocher à l'illusion que vous pouvez retrouver la place que vous occupiez. Vous pouvez continuer à essayer. Vous pouvez continuer à souffrir. Vous pouvez continuer à créer des tensions. Et dans 10 ans, quand vous regarderez en arrière, vous verrez une série d'occasions manquées. Vous verrez les anniversaires de vos petits-enfants auxquels vous n'avez presque jamais été invités. Vous verrez des photos de famille où vous apparaissez rarement. Vous verrez la distance physique et émotionnelle qui s'est construite, brique par brique, chaque brique posée par vous-même. Et il sera trop tard. Ou vous pouvez choisir maintenant. Vous pouvez choisir de lâcher prise. Vous pouvez choisir de mourir symboliquement pour renaître. Vous pouvez choisir d'aimer votre fils dans sa liberté. Et découvrir que, lorsque vous faites cela, lorsque vous lâchez vraiment prise, quelque chose d'inattendu se produit. Il revient, non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il le veut. Il revient parce qu'être près de vous a cessé d'être étouffant et est devenu nourrissant. Parce que vous avez cessé d'être la mère qui exige et êtes devenu la mère qui accueille. Parce que vous avez cessé de rivaliser avec sa femme
et êtes devenu une alliée. Et dans ce nouvel espace, cet espace de légèreté, de respect sincère, d'acceptation réelle, l'affection a enfin la place de grandir. Pas cette affection forcée, polie, tendue, mais la véritable affection, celle qui naît du choix et non de l'obligation, celle qui est libre. Et parce qu'elle est libre, elle est infiniment plus précieuse. Et c'est là que tout change. Parce que lorsque vous comprenez que votre fils n'a plus besoin de vous en tant que mère à l'ancienne, vous pouvez enfin découvrir qui vous pouvez être pour lui maintenant. Et la réponse est simple, mais révolutionnaire. Vous pouvez être le témoin aimant de sa vie d'adulte. Pas la directrice, pas la conseillère principale, pas la sauveuse, mais la personne qui regarde, qui admire, qui célèbre, qui est là non pas parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle est la bienvenue. Et ce changement de rôle, aussi minime soit-il, transforme tout, car lorsque vous cessez d'essayer de contrôler, vous pouvez enfin voir qui votre enfant est vraiment devenu, voir les qualités de la femme qu'il a choisie, voir la vie qu'ils construisent ensemble. Et dans cette vision claire, sans le brouillard de la dispute, vous pouvez trouver de la fierté, une fierté authentique, pas cette fierté factice que vous ressentez lorsqu'il vous obéit, mais la fierté profonde de voir quelqu'un que vous avez élevé marcher de ses propres jambes, prendre des décisions mûres, construire quelque chose de solide. Cela, ma chère, c'est le véritable héritage, pas un enfant dépendant, mais un enfant libre et capable. Et lorsque vous arrivez à ce stade, lorsque vous lâchez enfin prise, quelque chose de miraculeux se produit de l'autre côté. Sa belle-fille, ou son gendre, qui vous a toujours considéré comme une menace, commence à vous voir différemment. Elle se rend compte que vous avez changé, elle sent que vous n'êtes plus en compétition, et petit à petit, lentement, elle baisse sa garde. Elle cesse de vous éviter, elle commence à vous inclure, non par obligation, mais parce que vous êtes devenu sûr de vous, parce que vous avez prouvé par des actions concrètes et répétées que vous respectez leur espace, que vous n'allez pas l'envahir, que vous n'allez pas juger, que vous êtes là pour apporter votre contribution, pas pour diviser. Et le respect, ce respect que vous désiriez tant apparaît enfin, mais pas comme vous l'imaginiez, pas comme une soumission, pas comme une reconnaissance de supériorité, mais comme une admiration mutuelle, comme de la gratitude, comme la reconnaissance que vous faites quelque chose de rare, de difficile, quelque chose que très peu de belles-mères parviennent à faire. Vous aimez sans posséder. Et cela génère une loyauté complètement différente. Une loyauté qui ne vient pas de la culpabilité, mais du choix. Ils viennent vous voir parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Et vous avez enfin ce que vous avez toujours souhaité, une présence réelle dans la vie de votre fils, pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Freud dirait que vous avez traversé le processus le plus important de la vie adulte, le renoncement narcissique. Vous avez renoncé au fantasme d'être le centre. Vous avez accepté d'être une partie. Et dans cette acceptation, vous n'avez rien perdu. Vous avez tout gagné. Parce que maintenant, vous pouvez vraiment aimer. Sans attente impossible, sans exigence cachée, sans ressentiment accumulé. Vous pouvez simplement être là, présente, légère, aimante. Et cela, c'est la liberté. Pas seulement pour lui, mais pour vous aussi. Car la vérité, c'est que vous étiez aussi prisonnière que lui. Prisonnière du besoin d'être nécessaire. Prisonnière du rôle qui vous définissait. Prisonnière de la douleur de ne pas savoir qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas mère de cette manière traditionnelle. Et lorsque vous le lâchez, vous vous lâchez aussi. Vous avez enfin la permission de découvrir qui vous pouvez être maintenant, ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, ce qui vous comble au-delà de la maternité. Et cette découverte, cette reconnexion avec vous-même, est le véritable cadeau de ce voyage. Voici donc ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Votre fils n'a plus besoin de vous en tant que mère. Il a besoin de vous en tant que témoin aimant de sa vie d'adulte. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous l'acceptez de tout cœur, quelque chose de miraculeux se produit. La belle-fille ou le gendre qui vous évitait commence à vous rechercher, non par obligation, mais parce que vous êtes devenu un refuge et non un champ de mine. Le respect que vous désiriez tant se transforme en affection réelle, et vous trouvez enfin la paix de savoir que vous avez fait votre travail, que vous avez élevé un enfant capable d'aimer, et que vous pouvez désormais simplement observer, avec fierté et légèreté, la belle vie qu'il est en train de construire. Freud dirait, vous n'avez pas perdu votre enfant, vous l'avez libéré, et dans la liberté, l'amour trouve enfin l'espace nécessaire pour s'épanouir véritablement. Maintenant, je veux savoir, à quel moment avez-vous réalisé que vous étiez en compétition plutôt qu'en soutien? Laissez un commentaire ici.
Construisons cette réflexion ensemble. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.